Le palais des congrès de Brazzaville a servi de cadre à l'ouverture de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Une rencontre présidée par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est marquée par les présences des responsables de l'Organisation mondiale de la santé. Le rendez-vous de Brazzaville s'attaque à la variole du singe qui sévit sur le continent. Transport aérien, la société NHV Côte d'Ivoire se dote d'un nouvel hélicoptère pour renforcer sa capacité opérationnelle. La réception officielle a eu lieu à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sous le regard de nos reporters. Lutte contre le changement climatique, les ONG Agra et Jacobs Leader Africa sollicitent le plaidoyer de la jeunesse dans une rencontre qui s'est ouverte ce mercredi à Abidjan. Hier, femme de ménage, aujourd'hui, femme d'action, syndicaliste et ancienne députée à l'Assemblée nationale française, Rachel Keke est à Abidjan. Libre comme un oiseau, elle partage son expérience avec les membres de l'ONG Carrefour de réflexion et d'action pour l'éducation des femmes et des filles. Votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité nous honore. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information sur Business 24 Africa. Bienvenue à tous. Parlons santé pour ouvrir cette édition. Allons à Brazzaville au Congo. La capitale de la République du Congo a accueilli le lundi 26 août la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique sous le haut patronage du président Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre rassemble les ministres de la Santé des 47 États membres et les responsables de l'OMS pour aborder des enjeux cruciaux. Le rendez-vous de Brazzaville a planché sur l'épidémie de variole du singe qui menace le continent actuellement. Les experts ont surtout défini les futures orientations pour la santé publique en Afrique. Depuis Brazzaville, le reportage de Presse Bromélia, notre correspondante, est commenté par Zénab Dosso. La 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique s'ouvre à un moment décisif alors que l'épidémie de la variole du singe se propage sur le continent. Réunis à Brazzaville depuis le 26 août, les ministres de la Santé des 47 États membres se pencheront sur les enjeux majeurs de santé publique en Afrique avec pour objectif de définir le programme de santé pour les années à venir. La présente session, placée sous le thème « Un monde mobilisé pour la santé pour tout le monde », nous invite avec hardiesse à, primo, tirer les leçons de toutes les épidémies et catastrophes vécues. Secondo, intégrer les défis de la santé liés au changement climatique. Tierso, réaffirmer avec plus de conviction et de détermination les enjeux de la couverture sanitaire universelle et des soins de santé primaires. À travers cette session, l'OMS a réaffirmé son ambition d'améliorer la santé et le bien-être des populations en Afrique. Nous serons très heureux que vous fassiez entendre votre voix pour mettre en évidence les effets des changements climatiques sur la santé. Nous serions honorés que vous puissiez faire campagne pour que des ressources soient mises à la disposition des pays africains afin d'atténuer ces effets grâce à des systèmes de santé et à des secteurs préparés et résilients. Les efforts du Congo en matière de santé ont été salués par l'OMS lors de cette session, avec la remise d'une distinction honorifique au président Denis Sassou Nguesso pour son engagement dans la lutte contre les maladies telles que la Covid-19, la tuberculose, le paludisme, la dengue et le choléra. Sa volonté de mener la lutte contre les médicaments contrefaits au niveau continental ainsi que pour son leadership en matière de reboisement et de protection de la biodiversité. Mon pays, qui s'est engagé dans le renforcement
de sa préparation et de sa réponse aux situations et autres crises sanitaires, a défini récemment les priorités stratégiques de sa coopération avec l'OMS pour la période 2024-2027, une coopération qui tient effectivement compte des besoins des populations. Il s'agira particulièrement de soutenir les soins de santé prioritaires à travers la revitalisation des districts sanitaires. Les travaux de cette session se poursuivront jusqu'au 30 août avec des discussions sur des thématiques telles que la transformation des systèmes de santé en Afrique, la lutte contre la mortalité infantile évitable et l'éradication de la poliomyélite sur le continent. Retour à Abidjan avec cette rencontre sur la conduite des responsables des entreprises à la maison du patronat. La conduite responsable des entreprises, principes et instruments, comment renforcer la complémentarité des rôles entre le gouvernement, les entreprises et les partenaires sociaux. Ces sujets sont à l'ordre du jour de l'atelier sur la conduite responsable des entreprises initié par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'OIE et l'OIT. Objectif, familiariser les chefs d'entreprise avec les pratiques pouvant conduire à la durabilité. Issa Badini, Marius Seri. Conduite responsable des entreprises pour la réalisation du travail décent, instruments internationaux, tendances et initiatives récentes, contexte national et voies à suivre en Côte d'Ivoire. Voilà ce sur quoi ces hommes et femmes, tous responsables d'entreprise, vont se frotter ce matin le temps d'une journée d'atelier voulue par la CGCI et accompagnée pour la circonstance par l'OIT. Un atelier de formation et de sensibilisation portant sur la déclaration des principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale. C'est un outil de l'OIT qui fait la promotion de recommandations d'orientation de principes directeurs pour appuyer les entreprises à avoir des pratiques responsables dans leurs opérations et mettre, comme on a dit tout à l'heure, l'homme au centre de leurs entreprises en même temps que la promotion de leurs opérations. La déclaration EMN, quel impact pour les entreprises? Voilà la réponse de la directrice pays. Vous savez que le monde change beaucoup et au niveau des consommateurs, de plus en plus de consommateurs exigent par exemple des produits qui sont certifiés lutte contre le travail des enfants ou des produits qui sont certifiés pour protection de l'environnement. Tout ça fait partie de ces pratiques responsables des entreprises. Alors souvent dans le milieu où ces entreprises opèrent, notamment dans des secteurs agro-industriels par exemple, qui est très important en Côte d'Ivoire, ces entreprises ont besoin d'avoir des outils, mais aussi d'avoir la capacité, la possibilité d'interagir entre elles pour se passer les bonnes pratiques. Outre l'OIT, la CGCI, dans l'organisation de cet atelier, a pu bénéficier du concours de la France et l'Organisation internationale des employeurs. L'atelier de ce jour sera suivi d'un autre dès demain, cette fois à l'intention des entrepreneurs du secteur agricole et agro-industriel. L'actualité, c'est aussi la société NHV Côte d'Ivoire, société de maintenance et de transport de personnel des plateformes pétrolières, qui a réceptionné le mardi 27 août 2024 à l'aéroport international d'Abidjan un nouvel hélicoptère. Cet appareil de type Augusta Westland AW169 permettra de renforcer la capacité opérationnelle de la société. Cette machine italienne de 10 places, évaluée à environ 10 millions d'euros, a été réceptionnée en présence des responsables de la société, des partenaires et des autorités de l'aviation civile ivoirienne. Imposante de par sa taille, mais aussi par son coût d'environ 7 milliards de francs CFA, c'est sous les jets d'eau que ce nouvel hélicoptère Augusta Westland AW169 série TUHNB a fait son entrée ce mardi 27 août 2024 dans le parking de la société NHV Côte d'Ivoire. Une réception célébrée en grande pompe par NHV et ses partenaires à travers cette cérémonie.
Alors c'est une grande fierté. J'ai assisté au montage de cette machine en Italie, de bout en bout. Et elle est vraiment à la dernière pointe de la technologie. Dernière pointe de la technologie, c'est une machine italienne. Mais vous savez, les Italiens, hein, ce n'est pas que Gucci, Ferrari, c'est aussi des hélicoptères. Et ils sont vraiment très compétents là-dedans. Donc notre priorité, c'est ce transfert de compétences. Ce nouvel hélicoptère AW169 de 10 places est aux normes internationales et est doté des dernières options technologiques dans le milieu de l'aviation. Il permettra ainsi à NHV Côte d'Ivoire de renforcer ses capacités de transport de personnel des plateformes pétrolières au grand bonheur du régulateur et de ses partenaires. On avait des hélicoptères il y a une dizaine d'années. Ces hélicoptères, en tant que partenaires sérieux, nous ont démontré qu'il faut avoir des hélicoptères qui sont plus performants. Et aujourd'hui, on a le résultat, on a des hélicoptères plus performants qui font appel à la nouvelle technologie et ça nous permet de nous assurer que nos vols sont sécurisés et que le personnel qui travaille sur nos plateformes sont sur des aéronefs qui sont sécurisés pour nos installations. C'est notre fierté parce que je pense qu'elle a vraiment réussi la mission que la NHV lui a confiée. Et vous savez, moi je dis toujours, pour réussir une affaire sérieuse, il faut confier ça à une femme. La réussite, si elle a les compétences, en principe, elle réussit immédiatement. Et je crois que c'est ce qui est arrivé et nous sommes fiers d'elle. Cet hélicoptère AW169 flambant neuf vient ainsi compléter à 3 le nombre des hélicoptères de NHV en Côte d'Ivoire. Quant à la société NHV Côte d'Ivoire, elle a été créée en 2012 et est spécialisée dans la maintenance et le transport aérien du personnel des plateformes pétrolières. Une page de l'environnement, ouverture ce mercredi 28 août à Abidjan d'une rencontre initiée par 2 organisations internationales, AGRA et Jacobs Leader Africa. C'est un rendez-vous très important qui vise à porter la voix des jeunes jusqu'aux autorités nationales et internationales pour des actions efficaces de lutte contre les effets du changement climatique. Voyons tout cela dans ce reportage de Djekou De Silva, Richard Akeke et Philippe Zabo. Les effets des changements climatiques dans le secteur agricole sont énormes. Cela se traduit par des tempêtes plus violentes qui provoquent des inondations, des glissements de terrain et la destruction des communautés. L'on constate également la hausse des températures, ce qui provoque la sécheresse, des feux de forêt et des pertes en vies humaines. Des fléaux contre lesquels il faut agir énergiquement pour permettre à la jeunesse de mieux s'épanouir. D'autant que le réchauffement climatique est croissant et que l'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier est affectée par ce dernier. L'objectif justement de cette rencontre est de pouvoir discuter avec des jeunes et à faire en sorte qu'on puisse entendre leur voix afin qu'ils puissent nous contribuer au plaidoyer qui est mis en place pour apporter plus d'opportunités à cette même jeunesse-là, particulièrement celle qui est aussi en Côte d'Ivoire. L'organisation internationale AGRA a pour partenaire Jacobs Leader Africa. Les 2 structures ont sollicité le plaidoyer de la jeunesse. This partnership that we have with AGRA and the Mastercard Foundation, donc leur rôle, ils font partie de l'équipe de mise en œuvre du projet et leur rôle c'est de convier et de mettre sur la même table l'ensemble des jeunes au niveau national pour le cas de la Côte d'Ivoire et des jeunes qui viennent au niveau de la base afin qu'ils puissent pouvoir discuter, partager leurs idées, leurs connaissances sur la thématique abordée afin que cela puisse contribuer à faire un meilleur plaidoyer au niveau des rencontres gouvernementales et autres. As well as work together with AGRA and the Mastercard Foundation. Tout au long de la rencontre, l'organisation internationale AGRA et son partenaire Jacobs Leader Africa et les jeunes ont ensemble visionné des diapositives pour une meilleure appréciation des effets des changements climatiques pour un meilleur plaidoyer. Vous la connaissez sans doute, elle est ivoirienne. Rachel Keke, l'ancienne députée de la 7e circonscription du Val-de-Marne en France, est en vacances à Abidjan. À l'invitation de l'ONG Carrefour de réflexion et d'action pour l'éducation des femmes et des filles, elle est venue partager son expérience de syndicaliste et de députée à l'Assemblée nationale française avec ses sœurs ivoiriennes. C'était ce mardi 27 août 2024 à Cocody. Elle a été suivie par nos reporters Philippe Zabo
et cette est ici. Elle a fait la une des médias français et du monde en 2022 pour 2 raisons essentielles. La première, en tant que gouvernante d'hôtel, elle a gagné un combat syndical qui avait duré 22 mois. Puis est devenue députée de la 16e législature de la 5e République en France. Elle, c'est Rachel Keke, la gouvernante devenue députée. De passage à Abidjan, elle a gardé sa verve. Quand je me suis syndiquée, j'ai commencé à comprendre le système. Et moi, je suis une personne, je ne me laisse pas faire. Parce qu'avant de se syndiquer, mon travail, je ne me laissais pas faire. C'est-à-dire même, tu fais un truc, je ne suis pas contente, je te le dis, que tu veux ou pas. Invitée principale de l'ONG CRAFC, elle a exhorté et encouragé ses membres à s'intéresser à la politique, point de départ de tous les changements socio-économiques. Et quand on a gagné, ça a été vraiment, ça a pris le monde entier, les gens parlaient, les médias, gauche, droite, tout ça. Et moi, au départ, je voyais les députés de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, venus sur nos piquets de grève, nous soutenir, parler de notre grève à l'Assemblée nationale et tout. Donc moi, j'avais décidé de dire, si jamais on gagne, j'allais partir, mais derrière la France Insoumise, et puis faire le combat avec eux, aller sur le piquet de grève. Quand ils sont là, je suis là, militer avec eux. Donc, parce que quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était la politique. J'ai compris que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on subit, c'est la politique. Donc, j'ai compris que personne ne va dire aujourd'hui que moi, la politique ne m'intéresse pas, c'est faux. Un message accueilli religieusement par ses sœurs. Rachel Keke est un modèle. Nous l'avons vu à l'hémicycle français et il était bon pour nous. En tant que leader, en tant qu'experte en genre et développement, travaillant sur le leadership féminin des femmes, mais surtout sur le ministère de la femme auquel j'appartiens, il était bon d'inviter Rachel Keke à rencontrer ces femmes. C'est spontanément que nous nous sommes rencontrés, rien n'était prévu, mais la spontanéité du leadership vous amène toujours à créer, à innover et à agir. C'est pour cela que nous l'avons invitée. Nous pouvons dire qu'elle a permis aux femmes de découvrir qu'elles ont un potentiel, qu'il ne s'agit pas du ciel pour agir en leader. Donc ce que je retiens, c'est la détermination, l'engagement et la lutte pour le prochain. Déjà, c'était une histoire inspirante parce que la force avec laquelle elle a raconté toute son histoire m'a donné envie de l'écouter déjà et puis envie de faire comme elle. Ce que j'ai retenu, c'est que dans la vie, il faut de l'abnégation, de la confiance en soi et surtout de la lutte pour ses objectifs. Rachel Keke compte revenir en Côte d'Ivoire dans le mois de décembre pour présenter son livre intitulé « Cette rage dans mon cœur, les combats d'une députée pas comme les autres ». L'actualité dans la capitale politique à présent. Les chefs de village, des leaders, des présidents des associations de femmes et des jeunes du district autonome de Yamoussoukro de façon spontanée se sont donné rendez-vous le week-end dernier pour donner leur avis sur la situation qui prévaut depuis un bon moment à Yamoussoukro. Il s'agit des hauts cadres du district qui tiennent des propos malveillants à l'endroit de Nanan Boigny Ndri III, chef de canton des Akoué, par ailleurs ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. On en sait un peu plus dans ce reportage de Charles Kouakou avec le commentaire de Michel Brou. Ils étaient plus de 500 filles et fils de la capitale politique à apporter leur soutien au ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro pour ses actions en faveur du développement dans la région. Les chefs coutumiers, les leaders communautaires de jeunesse et les associations de femmes ont voulu marquer leur reconnaissance envers cet artisan de paix. Dans son programme, il octroie des subventions aux associations de femmes sans distinction d'ethnie, de religion et d'appartenance politique. Nous, femmes de toute origine, dénonçons avec véhémence la méchanceté gratuite, l'ingratitude, le mensonge et le complot audit par des personnes de mauvaise foi contre le ministre Augustin Thiam. Nous le soutenons nuit et jour et lui rendons un vibrant hommage pour avoir conservé à Yamoussoukro tout son caractère d'un arbre de paix et de cohésion sociale.
Dans un élan de paix, les autorités coutumières ont invité les populations à privilégier le vivre ensemble, tant souhaité par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Qu'au nom de toute la chefferie de Yamoussoukro, nous disons non à la violence, sur tous ces aspects. Nous voulons vivre en paix, parce que c'est le seul héritage que Houphouët nous a laissé. Il nous a légué, nous partageons ça fièrement avec nos frères venus d'ailleurs. Nous vivons en parfaite harmonie, en bonne intelligence, et nous sommes fiers parce que Yamoussoukro, nous avons la basilique de la paix, Notre-Dame de la paix. Nous avons la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de sa paix. Nous avons notre mosquée de la paix. Je tiens à dire à toute la population de Yamoussoukro, surtout à la population jeune, de se tenir calme, d'écouter les sages, nos sachants comme les chefs traditionnels, pour prendre la paix ici à Yamoussoukro. Je pense qu'on se donne des conseils dans beaucoup de contextes sur la paix. 2020 nous a pu revenir en 2025. Cette activité a été un rendez-vous de communion fraternelle entre les frères et sœurs du district autonome de Yamoussoukro. En images, les établissements de crédit de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, continuent de démontrer une solide performance financière malgré un environnement économique de plus en plus incertain. Cependant, derrière ces chiffres positifs se cachent des signaux d'alerte qui appellent à une gestion prudente et vigilante des risques. Les banques de l'UEMOA ont enregistré une croissance notable de leurs actifs en 2023 avec un total bilan de 65 921,3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 2,9% par rapport à l'année précédente. Toujours en image, au Libéria, le Fonds monétaire international FMI a conclu un accord préliminaire avec le Libéria sur un prêt de 209 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit. Le prêt devrait soutenir un programme de réforme qui vise notamment à rétablir la viabilité budgétaire, à reconstruire les réserves extérieures et rendre stable le secteur financier. L'accord devrait être approuvé par le conseil d'administration du Fonds monétaire international lors d'une réunion prévue pour le 25 septembre 2024. C'est tout pour cette édition proposée par la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.